Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on parle beaucoup, mais souvent en oubliant quelles sont ses implications, c'est la démographie. La démographie, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi un moyen de connaître la mentalité d'une société. C'est aussi des questions liées à notre sujet qui est l'égalité sociale, la justice sociale, la répartition des richesses. Et quelque chose qui nous est très important, c'est de voir dans quelle mesure la démographie a joué un rôle sur les printemps arabes. Donc je disais que la démographie, par les chiffres, nous permet de mesurer la mentalité d'une société. Elle nous permet d'étudier l'individu arabe concret et pas fantasmé dans les discours, que ce soit les discours des islamistes ou celui des islamophobes. Il y a toujours une question d'essentialiser les populations. Et mon propos est précisément, dans cette intervention, de détruire ce mythe d'un individu musulman ou arabe qui soit commun. Il y a un bug. Très bien. Je prends ici l'indicateur que les démographes adorent et que vous connaissez tous, qu'on appelle l'indice de fécondité, qui a pour nous une signification concrète. C'est la propension d'une société à faire beaucoup d'enfants ou peu d'enfants. Dans le monde, ce nombre moyen varie de 1 enfant seulement à 8 enfants. Quand vous prenez certaines sociétés, c'est même pire qu'un enfant par femme. Quand vous prenez la Chine nationaliste ou l'île de Taïwan, les Chinois de cette île ne font que 0,9 enfants par femme seulement. À l'extrême opposé, vous avez des pays comme le Mali ou le Niger, où on en est encore à 7 ou 8. Donc il y a une très grande amplitude dans les variations de la fécondité. Mais quand on prend le monde arabe ou le monde musulman, on voit que lui aussi connaît une très forte amplitude de variation. Par exemple, vous prenez un pays musulman ou à moitié musulman comme la Bosnie, et vous voyez là que les musulmans de Bosnie font moins d'enfants que leurs voisins serbes ou croates. Quand vous prenez des pays comme la Tunisie et bientôt le Maroc, vous voyez qui font à peine un peu plus d'enfants que la France. Par conséquent, tous ces mythes d'une explosion démographique musulmane ou arabe sont à bannir. Et ils ne tiennent pas la route du point de vue scientifique. Quand j'étais étudiant en démographie il y a 30 ou 40 ans à l'Institut démographique de Paris, il était fréquent que des démographes, notamment américains, érigent des lois de la démographie musulmane. Par exemple, le fameux Douglas Kerr, qui n'est plus connu, qui est un célèbre démographe américain, qui avait érigé des lois de la fécondité musulmane, en disant que la fécondité musulmane est universellement élevée, qu'elle ne manifeste aucune tendance à la baisse, et qu'elle est toujours supérieure à celle des pays voisins. Nous venons de voir qu'avec la Bosnie, c'est tout à fait faux, puisque les Bosniaques musulmans ont moins d'enfants que les Serbes et les Croates. Quand vous prenez un pays comme l'Indonésie, dont nous reparlerons après, vous voyez qu'ils font moins d'enfants que les Philippines catholiques, leurs voisins. Par conséquent, tout ceci, ce sont des affirmations idéologiques qui ne tiennent plus la route. Maintenant, quand on regarde le monde arabe, on voit que le monde arabe a connu, et ça c'est très important et je tiens absolument à le souligner, parce que le monde arabe est souvent décrit comme un monde figé, immobile, où rien ne se passe. Mais quand vous prenez la transition démographique dans le monde arabe, vous voyez qu'elle a été fulgurante. En 40 ans, voilà la différence qui s'est faite entre la fécondité, donc cette aptitude à mettre beaucoup d'enfants au monde
dans le monde arabe. C'est en rouge, donc danger. Et combien elle est basse aujourd'hui, même dans des pays qui sont arriérés, ou que j'ai appelé le diplodocus du monde arabe, comme le Yémen, où les femmes ne font plus autant d'enfants qu'avant. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, le monde arabe est en face d'une nouvelle démographie qui va lui permettre, enfin, qui lui donne le potentiel pour propulser son développement économique. En effet, avec des taux d'accroissement de la population de moins de 2%, comme c'est le cas aujourd'hui, et souvent de l'ordre de 1%, comme c'est le cas du Maroc ou de la Tunisie, c'est beaucoup mieux pour encourager le développement que des taux de 3, 3,5 ou 4%, comme il y a une trentaine d'années. Il y a plus de possibilités d'accumulation du capital et de création des emplois productifs. Il y a aussi quelque chose de très important qu'on souligne assez peu, tellement on est idéologisé par cette démographie pseudo-scientifique du monde arabe, c'est l'inversion des courants migratoires. Aujourd'hui, dans des pays, notamment au Maghreb et au Moyen-Orient, les mouvements migratoires se sont inversés. Avant, c'était des pays qui exportaient leur main-d'œuvre ou leurs chômeurs vers l'Europe occidentale. Aujourd'hui, vous avez une décélération des mouvements migratoires du Maghreb vers l'Europe. En revanche, vous avez des courants de l'Afrique subsaharienne et même de l'Asie, de l'Extrême-Orient, vers des pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Voyez aussi comment la nouvelle démographie se traduit dans le cas du Maroc. Le Maroc, on le sait, a été victime, si vous voulez, d'une très forte explosion de sa population jeune, qui fait qu'on ne parvenait pas à boucher les trous entre l'offre et la demande d'emploi. Avec la nouvelle démographie qui s'offre au Maroc à partir de maintenant, vous voyez qu'il va y avoir une forte décélération des demandeurs d'emploi, qui fait que l'économie est toute chose égale par ailleurs, j'insiste là-dessus parce qu'on reviendra probablement sur toutes les nuances à introduire à mon exposé, il y aura une décélération de cette forte pression de la demande d'emploi. Et ceci a quelque chose de très important sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé. C'est qu'avec la décélération de la pression des jeunes sur l'emploi, on aura de plus en plus besoin de recruter des femmes. Et c'est une des tares du monde arabe sur laquelle je reviendrai, c'est le faible taux d'emploi des femmes. Mais avec le fait qu'aujourd'hui on a moins le couteau sur la gorge, il sera donc beaucoup plus facile de fournir du travail aux femmes et par conséquent d'accélérer le processus de modernisation, parce que dès que les femmes sortent du giron familial et travaillent en dehors de la sphère familiale, ceci peut entraîner des bouleversements en boule de neige, notamment par la pénétration des femmes, non seulement dans le monde du travail, mais dans celui de la politique et... Excusez-moi, il y a un autre bug. Voilà. Dans l'éducation c'est très important, et là aussi c'est quelque chose, on le sait mais on tend à l'oublier, c'est que l'éducation a été un gouffre financier dans les pays arabes. Un pays comme l'Algérie a été jusqu'à dépenser 10% de son produit intérieur brut pour scolariser d'ailleurs assez mal ces enfants qui arrivaient en très grand nombre à l'âge de 6 ou 7 ans. À telle enseigne que le taux d'accroissement dans l'enseignement scolaire algérien atteignait parfois 4,5%. Ceux qui avaient les choux gras de deux romanciers algériens que j'adore, qui sont Rachid Mimouni et Rachid Boujedra, qui ont écrit des pages splendides sur la malédiction de la croissance démographique en Algérie. Bon, on n'en est pas là, mais moi je considère, et vous me critiquerez certainement là-dessus, qu'une partie de notre retard scolaire dans le monde arabe
est due à ce qu'on a accumulé par le passé une très forte pression démographique sur la scolarisation. Et là, je ne veux qu'un exemple. Prenez la Corée du Sud. La Corée du Sud, il y a 40 ans, était plus en retard qu'un pays comme la Syrie ou comme la Turquie. Aujourd'hui, la Corée du Sud scolarise 75% de ses filles âgées entre 18 et 25 ans à l'université, alors que le monde arabe n'en est qu'à un misérable 22% seulement. Vous voyez cet écart effroyable entre les Arabes et les Coréens du point de vue de la scolarisation des filles dans l'enseignement universitaire. Et, bon, les Arabes peuvent se consoler en se disant « mais le taux de suicide en Corée du Sud est beaucoup plus élevé que chez nous », mais c'est une piètre satisfaction. Ah bon, pour les